Salut à tous, avec un petit jour de retard, désolé, c'est la suite de cette petite histoire autour des Warriors, c'est l'épisode 3 ici, et on va aller carrément au bout de la régulière, puis en toute fin d'épisode, on ira même jusqu'à voir ce qui s'est passé à l'Est, et si Joel Embiid est MVP ou pas. En tout cas, au bout de 47 matchs, le bilan est vraiment très très honorable, vraiment encourageant pour ces Warriors à 30-17, autour d'une ossature vraiment très très solide. Steph Curry fait le boulot, c'est le moins qu'on puisse dire, même si les statistiques brutes, c'est normal en fait, je ne pousse pas trop le temps de jeu exprès, ne sont pas phénoménales absolument, mais vous verrez qu'en fin de saison ce sera peut-être un petit peu mieux au niveau des pourcentages, ça va remonter là sur les 35 derniers matchs. Steph Curry, vraiment exceptionnel, je redirai jamais assez à quel point c'est amusant de jouer avec ce phénomène qui a révolutionné la NBA, juste ça en fait, depuis quoi, 2015 à peu près. Klay Thompson, on a son retour sur cette saison, et c'est vrai que franchement, les 22 points qu'il apporte avec des pourcentages très très satisfaisants sont hyper précieux. Donc Klay Thompson au rendez-vous, très très peu de blessures sur cette saison-là, donc pourvu que ça dure, c'est un peu ce qu'on a envie de dire, même de manière générale pour ces Warriors-là, pourvu que ça dure. Jordan Poole a un vrai joli rôle, moi je l'utilise en backup au poste 1, mais on peut envisager autre chose si on le souhaite. Andrew Wiggins a aussi un vrai rôle. Ses pourcentages ne sont pas phénoménaux, mais franchement, il fait le taf comme une espèce de troisième option bis à égalité avec James Wiseman. Franchement, j'aime bien le boulot de Wiggins. Et puis il y a les deux rookies. Alors c'est marrant, ils sont répertoriés ailiers tous les deux. Il y en a un qui est plutôt au poste 3-4, c'est Jonathan Kuminga. Alors lui, il ne faut pas du tout regarder les stats, il faut juste voir l'apport défensif. Je trouve très très précieux, il est super. Jonathan Kuminga, ça se développe super bien, on lui a filé une quinzaine de minutes, voilà, très modeste. Il reste encore beaucoup de potentiel à développer, c'est très encourageant. Le projet Warriors autour de ce qu'on connaît plus, Wiseman, Kuminga et Moody, il est super super amusant. Justement, Moses Moody, écoutez, je l'ai un peu laissé de côté sur le tout début de saison, puis après progressivement filer une quinzaine de minutes, et ça va être le cas là. On va lui donner du temps de jeu un petit peu, il s'entraîne en polyvalence ailier, et voilà, ça a déjà commencé un petit peu à progresser, c'est pas si mal que ça. Le temps de jeu, encore une fois, est très réduit. Ce qu'il faut noter, c'est le bon pourcentage à 3 points sur le faible temps de jeu proposé. Mais ce truc-là va remonter au fil de la saison. Je montrerai les stats de fin de saison. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Moody, il peut proposer des belles solutions lorsque vous avez comme ça un travail sur pick and roll, des aides défensives, et qu'en fait, vous retrouvez, par exemple, comme sur cette action-là, Moses Moody dans le corner. Dans le corner, c'est ficelle, et ça fait franchement toujours du bien. Ça permet parfois de solidifier une avance ou de rester au contact. Bref, le joueur est précieux. Les joueurs que j'utilise un petit peu moins dans cette rotation, et il y a de quoi s'en vouloir, mais en même temps il faut aussi faire des choix parfois. Bon c'est pas Draymond Green. Draymond Green, il a son temps de jeu, il fait ses stats, c'est-à-dire qu'on est à peu près sur un volume de points, de rebonds et de passes décisives sensiblement égal, c'est amusant. On est presque à 8-8-8. Otto Porter, je lui ai donné un vrai rôle, je le trouve très précieux. Il a même été titulaire à un moment donné quand Draymond Green était blessé, donc c'est assez... c'est une très bonne saison là, je trouve, pour Otto Porter en sortie de banc majoritairement, donc ça se passe très très bien. Il y a une sous-utilisation très nette de Bjelica et du très précieux Toscano, IRL.
même si voilà, ils n'ont pas des gros temps de jeu, ces joueurs-là, mais par contre, ils sont bel et bien présents dès qu'on fait appel à eux. Et puis moi, ce que j'ai évidemment fait, je donnais quand même un petit temps de jeu par respect, par amour pour Iguodala, qui fait ses stats très très correctes, mais sans plus. Looney, il a du temps de jeu quand il y a des opportunités, et Wiseman, il a ses 30 minutes avec, ma foi, 15 points, presque 9 rebonds, quasiment 2 contre. C'est pas mal du tout. C'est très encourageant pour James Wiseman. Il faut encore un peu progresser au lancer franc, mais le bonhomme est très 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 alléchant. En fait, il reste encore du potentiel, on s'en doute. En fait, cette équipe est vraiment parée pour faire, je dirais même, plusieurs années et se régaler. Les Warriors ont magnifiquement drafté et aussi eu une politique salariale excellente en osant assumer, je dirais, les gloires des années précédentes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait, ils n'ont pas été ils n'ont pas été chiches au moment de prolonger leur joueur majeur. Hein, il fallait le faire. Là encore, on voit Moody ici sur une action rigolote qui conclut. Voilà, le fait d'oser donner des prolongations excessivement élevées à Green, Thompson et à Curry surtout. Ça paraît être raisonnable. Je pense que tous les bons choix ont été faits. Ils ont même réussi à relancer Andrew Wiggins. Donc c'est pour dire relancer. Enfin en tout cas avoir du bon Andrew Wiggins. IRL par exemple, je trouve en ce début de saison, Andrew Wiggins devient un toujours meilleur défenseur, ce qui n'était absolument pas à gagner du côté de Minnesota à l'époque. Donc du bon Wiggins. On en vient même à oublier son... enfin, je suis sûr que le proprio, il oublie pas, mais quand il paye la luxury tax, mais on en arrive même à oublier son salaire relativement exorbitant pour une troisième option de contender, on peut quand même le dire, à mon avis. Quand même, les Warriors sont un petit peu contenders cette saison. Voilà, donc, premier match, premier petit rendez-vous pour tester tout ça face au Utah Jazz qui nous avait martyrisé précédemment, épisode 2. Il y avait eu vraiment une grosse difficulté face à cette équipe-là, qui est emmenée par Donovan Mitchell, qui est honnêtement très intéressante, mais nous le savons déjà. Et voilà, c'est un petit rendez-vous ici pour essayer déjà de laver l'affront subi précédemment, et également de prendre date pour d'éventuelles retrouvailles en play-off, avoir des petits repères face à cette équipe-là. Rudy Gobert est extrêmement précieux sur le plan de tout ce qu'on connaît de lui, la dissuasion, le rebond notamment. Il prend beaucoup de rebonds très très précieux. Et le début de match n'est pas forcément marqué en faveur d'une équipe ou de l'autre. Voilà, on se neutralise relativement. Ouais, vous voyez, c'est très très serré à l'ouest entre ces deux équipes-là. Il n'y a pas beaucoup de victoires d'écart. On commence ensuite un petit peu, malgré ici un très bon Hassan Whiteside au rebond, qui perd ensuite la balle en voulant la ressortir. Oui, parce que quand Gobert sort, la présence de Whiteside est vraiment très très profitable à ces Jazz et nous fait vraiment du mal. Je dirais que le problème peut-être numéro 1 de cette équipe des Warriors aurait tendance à être le rebond. Voilà, c'est ce secteur-là. En même temps, ce sont des choix qui sont faits au niveau des joueurs, de l'effectif. Ici, je vais m'amuser à contester une décision parce qu'il y avait faute qui était sifflée. Et ce qui est rigolo, c'est que, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, après revisionnage, pas faute. La faute a été annulée. Alors bon, le panier est accordé, bien sûr, mais il n'y a pas eu le N1 pour Rudy Gobert. Au début, je voulais pas la contester. Et puis après, je me suis dit, non mais attends, vas-y, tente le coup. Et c'est pas la première fois, ni la dernière, que en fait une contestation va dans mon sens. C'est assez amusant. Donc c'était un petit truc que je voulais signaler. Je sais pas si vous aussi dans vos parties, les contestations de décision fonctionnent. Après attention, faut pas les faire trop tôt parce qu'il est dans le match, parce que après on peut avoir envie d'en contester une. Bref, c'est comme dans la réalité. On peut avoir envie d'en contester une
un petit peu plus tard. Et à ce moment-là, on regrette de ne plus avoir le challenge. En gros, comme au tennis. Ouais, ça se passe pas mal ce match. À la mi-temps, on est devant. Et il y a presque les conditions d'un blowout qui s'annoncent, vu la teneur de la première mi-temps, où Green s'est régalé et où finalement on a concédé relativement peu d'actions très franches face à cette équipe du Jazz qui était offensivement, on va dire, nous avait fait souffrir la fois d'avant et qui en fait s'avère ici ne pas nous faire souffrir du tout parce que défensivement c'est de plus en plus fort du côté de ces Warriors au fil de la saison. Peut-être l'axe de progression principal que je vois ici, hop là, Green qui se régale. C'est le principal axe de progression, je trouve, de l'équipe au cours de la saison, là, dans cette partie. C'est vraiment la défense. Donc, après, quand on a un peu de réussite au shoot externe, ça peut donner des victoires relativement larges. Ici, plus 18 à la fin du troisième quart. Et ce n'est pas ici la petite action solitaire de Clarkson qui changera quoi que ce soit. Le Jazz est passé un petit peu à côté de son match. Et puis voilà, c'est comme ça. Ici, pareil, hop, on a des petites actions qu'on arrive à conclure. Où est la défense ? On ne sait pas. Bref, on a un petit Jazz démobilisé. Ici, c'était Ingles, non, qui avait flotté, je crois. Il y a même Draymond Green qui va sur la fin de son 3 points. C'est amusant. Donc voilà, gros blowout qui augure plutôt bien en vue de cette fin de saison et de la lutte, je dirais, pour les 4 premières places à l'ouest, où vraiment là, dans cette partie, le Jazz et les Warriors sont en rivalité. Wiggins nous claque des gros dunks. Ouais, c'est vrai. Et puis après, le score est très très bien réparti. Sur ce match, par exemple, après extrapolation, il y a 8 joueurs à plus de 10 points, ce qui est pas mal du tout. Puis en face, on a réussi à faire du mal à l'adresse de certains, comme Clarkson, voire l'ami Donovan Mitchell. Petite séquence de simulation, histoire d'avancer un petit peu cette saison. Donc, les simulations se passent assez correctement. J'ai remarqué tout de même une petite tendance. Il y avait eu un petit passage délicat là, juste avant, là, 2 semaines plus tôt, avec 3 défaites d'affilée, mais sinon, globalement, ça ne se passe pas si mal que ça. Il y a juste quelques défaites assez inéluctables face à des équipes très fortes. On a aperçu les Nets. Alors, contre-exemple, c'était la série de défaites précédentes, avec Bulls encore à la limite, ça va, mais Timberwolves et Pistons, c'était quand même pas forcément des défaites attendues, mais sinon après, ça arrive à enchaîner les victoires contre les équipes théoriquement plus faibles. Donc oui, ça se passe assez bien. Les équipes pour le All-Star Game ont été faites. On passe là-dessus, c'est une petite... Moi, s'il n'y avait pas l'aspect sur les influences contractuelles, je dirais, du All-Star Game, et donc du fait d'avoir ou pas le statut de All-Star pour un joueur, je trouve que le All-Star Game n'aurait aucun intérêt. En fait, en gros, pour moi, c'est uniquement l'aspect business qui compte dans le fait d'être All-Star ou pas. Mais c'est certainement pas ce match qui est devenu en fait un peu une souffrance en fait pour les amateurs de basket un peu total et un peu défensif. J'enfonce une porte ouverte parce qu'on est très très nombreux à penser des choses pareilles. Vous voyez, petite séquence de défaites ensuite après l'annonce du All-Star Game. Il y a les Knicks, il y a les Lakers qui nous ont mis 20 points. Heureusement qu'on se reprend face aux Clippers. Et il y a un dernier match comme ça le 16 février contre Denver qui est battu du côté de San Francisco. Donc voilà, ça se passe pas si mal. Voilà, petit All-Star break avant de retrouver les Portland Trail Blazers que je vous ai pas encore proposé dans un quelconque épisode que ce soit. Donc c'est l'occasion. Ils ne sont pas mal classés, ils sont qu'à 5 ou 6 victoires de
des Warriors à ce moment-là, c'est donc l'occasion de les recevoir. Juste dommage, de leur rendre visite. Juste dommage l'absence de Jusuf Nurkic sur ce match-là. Il n'a pas été blessé toute la saison, mais en tout cas, il a été blessé suffisamment pour qu'il y ait... voilà, par exemple, nous on les croise sans Nurkic. C'est un petit avantage, hein, évidemment, de croiser sans cet intérieur qui est assez massif, assez physique et qui aurait pu éventuellement poser quelques soucis, même si c'est pas une référence défensive, Jusuf Nurkic, mais il a quand même une présence athlétique qui est à signaler. Et donc il n'y aura pas cette présence-là. Allez, Iggy qui appelle un système pour Klay Thompson. Hop là, c'est ficelle, bien sûr. J'ai envie de dire bien sûr avec un tel artilleur. Derrière, voilà, il y a des petites séquences sur lesquelles, hop là, on arrive à verrouiller l'attaque des Blazers. Le début de match, en fait, est très très positif. On est ici à déjà 9-2 et ça, en fait, ils défendent excessivement mal le pick and roll. Ces Blazers-là, ils le défendent si mal qu'on arrive à vraiment se procurer des paniers très très faciles. Puis quand Klay Thompson, comme ça, hop, enfile les paniers à 3 points tels des perles, ça se passe de manière très très facile. Steph Curry aussi qui sort d'un écran, voilà. C'est un petit festival ce début de rencontre. Cette première partie en tout cas de rencontre est un festival, surtout qu'en face ça met pas un panier, notamment Powell qui a un petit peu du mal. Il y aura McCollum et Lillard qui tireront un poil leur épingle du jeu sur la toute fin, mais ça déroule trop. Ça déroule trop du côté Warriors pour pouvoir avoir un match entre guillemets. C'est décidément ça fait 2 quasi blowout que je propose. Pas si blowout que ça, puisque ici sous l'impulsion d'Anthony Simons 37-28, on est en train de constater que les Blazers vont un peu revenir dans ce match, que ce soit en fin de 3e quart ou en début de 4e quart-temps, ce qui fait qu'on se retrouve avec un score un petit peu plus serré et la nécessité de se méfier. Ouais, mais bon, voilà. Il y a l'adresse qui revient au bon moment et finalement pour clore ce match, ça se passe relativement bien, même si voilà, Damian Lillard fait du Lillard. Curry lui avait donné un petit peu trop d'espace. Et puis derrière, on va quand même boucler tout ça sur une action. Hop là, petite pénétration. Pas oublier de pénétrer avec Steph Curry qui est également tellement fort en la matière. Très belle élégance. Très grand plaisir manette en main avec un tel joueur. Pas grand chose à redire. On s'est même pas fait embêter au rebond, je dirais, par cette équipe-là. Une relative adresse. Bref, je ne sens pas les Blazers comme une équipe qui est vraiment capable de donner du fil à retordre à ces Warriors-là. Il va falloir trouver plus fort, en fait. Il va falloir trouver peut-être des très bons Lakers ou bien des Clippers un peu en bonne forme, voire un très bon Jazz ou des Nuggets qui soient, je dirais, très performants dans le sillage d'un Jokic, par exemple, qui serait inarrêtable. Ce qu'on peut envisager, ça peut arriver. Donc, à voir, mais ça se passe pas mal, 43-20 à ce stade-là. Dallas ne fait pas une très très bonne saison. Les Timberwolves, sont un petit peu en deçà de certaines attentes qu'on pourrait avoir, même si on se doute bien aussi que la saison elle peut être un poil compliquée pour ces Timberwolves en 2021-2022, même si les débuts ont été intéressants. Victoire face aux Lakers, on a inversé par rapport à quelques semaines plus tôt. Défaite face aux Clippers. Petit enchaînement encore une fois avec des Nuggets. Vous voyez, c'est passé à l'inverse de 3 ou 4 semaines précédemment. Et derrière, réception des Bucks, ça se regarde pour une 3e défaite consécutive. Voilà, il y a des petits enchaînements de défaites par moment
Et ensuite, ce sont des séries de victoires. Donc, ça nous positionne encore relativement haut dans l'Ouest. Déjà une petite option sur le top 3 hein, à ce stade-là. Même si, bon, voilà, Lakers, Nuggets peuvent encore remonter. Mais on y croit moins hein, du côté Grizzlies, par exemple, les Blazers, pour donner ces exemples-là. Allez, on arrive pas très très loin de la fin mars. Il y a déjà presque 70 matchs. Non, 65 matchs quasiment qui ont été disputés. Il en reste donc plus que une petite vingtaine, un peu moins. Et voilà, vous voyez, la machine à gagner repart un petit peu. Spurs ne constitue pas une grosse difficulté hein, sur la route de ces Warriors-là. Le Magic, il est en reconstruction. J'adore d'ailleurs la doublette Bamba-Carter IRL. Il fallait oser les aligner les deux. Au moins, le message est clair. Et puis Suggs Anthony également sur le backcourt. Donc j'aime bien voir ce que fait Magic sur cette saison IRL. Je vous avoue que si on avait vu dans 2K Bamba, Carter qui sont dans le 5 de départ avec un vrai temps de jeu, hein, on aurait dit ouais c'est cheaté, c'est 2K, machin, ils se sont viandés. Mais en fait non, les mecs le font dans la réalité. Donc étonnant, hein. Étonnant, mais moi je demande à voir, et puis c'est bien qu'ils aient du temps de jeu en fait. Enfin Mo Bamba qui a quelque chose de digne qui lui est attribué. Aïe aïe aïe, la boulette. Ça, c'est pénalisant. Blessure de Klay Thompson à ce stade-là. Donc, je vais pas avoir trop le choix. Heureusement, c'est que 1 à 2 semaines. Là où on aurait été complètement dégoûté, ça aurait été d'avoir une blessure handicapante pour Klay Thompson sur la fin de saison, par exemple. Surtout qu'il était royal, le Klay, il enfilait les 3, il était monstrueux. On va donc donner encore un petit peu plus de minutes à Moses Moody et demander à Damian Lee de boucher tout ça. Moi, je suis assez content finalement de pouvoir donner un peu de temps à Lee parce qu'il le mérite. Il n'est pas mauvais du tout. Et donc, c'est bien de le voir à l'œuvre. Il reste plus beaucoup de matchs non plus. Hein, donc, il va jouer quoi? Il va jouer 6-7 matchs et puis ce sera tout. Hein. D'ailleurs, à ce stade-là, c'est très serré en tête. Et suite à un petit fléchissement des Clippers, les Warriors ont pris la tête de l'Ouest de très peu devant le Jazz. On croise la route des Suns qui ratent leur saison. Les Suns passent complètement à côté de leur saison, à l'image des 157 points encaissés ici sur cette simulation. Et l'on retrouve le Jazz. Mais écoutez, une fois n'est pas coutume, même si je vous les ai déjà proposés en match joué précédemment dans cette vidéo, on va les rejouer parce que ce match a un impact considérable sur la fin de l'Ouest, puisque les deux équipes en fait sont à égalité en tête de l'Ouest avant ce match. Réception côté de San Francisco. En plus c'est bien, ils ont enregistré par rapport au match précédent le retour de Rudy Gay, qui n'avait pas joué me semble-t-il la fois précédente. Et donc intéressant, j'ai bien aimé le match de Gay, il n'a pas été mauvais du tout. Ça démarre très mal en fait, regardez. On se prend un énorme écart, disette offensive plus difficulté défensive, avant de recoller et même de revenir dans ce match en deuxième quart-temps sous l'impulsion d'un jeu d'équipe assez agréable. Vous voyez, on va chercher l'extra pass, comme ici, Kuminga sur... Wiseman pour Jonathan Kuminga qui met les 3. Derrière, vous voyez, séquence défensive impeccable. Même Curry s'y met. Il a pourri la vie de Mike Conley sur quelques séquences sur lesquelles il lui était opposé. Bref, à mi-temps, ça se passe pas mal. Ça se passe bien. Kuminga a plutôt le sourire. J'espère vraiment que ce joueur sera bon et n'aura pas une blessure trop impactante dans sa carrière, parce que je crois que c'est un vrai petit chouchou, ce Jonathan Kuminga pour moi. Il était déjà avant, regardez, remarquez sur les classes de draft proposées par la communauté, mais une fois qu'il est là en NBA,
c'est encore plus excitant. Allez, le jeu de contre-attaque des Warriors se met en place. On a des séquences comme ça hein, de small ball avec Draymond Green en poste 5. Et là par contre il va y avoir aussi une petite séquence de fautes sifflées. Alors là j'ai pas compris. On a eu une accumulation de fautes qui nous ont été sifflées, qui a rendu la vie très difficile. Regardez ici par contre, ça n'empêche pas Curry, hop là, de nous envoyer la sauce pour maintenir une toute petite avance pour ces Warriors. Blah, contré ici, contré Donovan Mitchell, contré par Wiseman en aide défensive. Curry avait du mal. Et donc, bah écoutez, voilà, on finit par tuer la possession suivante. On a une balle ici pour plier ce match. On va pas s'en priver. Steph Curry pour Wiseman. Voilà, tranquille. Pick and roll encore une fois. Mal défendu. Plus 6. Moins de 50 secondes à jouer. Si on fait pas les idiots, c'est gagné. Bah, ce sera effectivement gagné sur ce match-là. Ça finira sensiblement avec le même écart. Avec notamment beaucoup de lancers francs accordés à Utah, vous pouvez le constater. Et une statistique, par exemple, qui est éloquente, outre le fait qu'on n'a pas beaucoup vu Rudy Gobert, c'est qu'au rebond, on a quasiment fait jeu égal. Et ça, c'est déjà une performance. Mais pour autant, je ne pense pas que l'équipe ait progressé beaucoup au rebond sur la saison. Mais en tout cas, sur ce match-là, ça s'est bien passé. J'ai regardé au rebond quelles étaient les performances globales sur la saison de ces Warriors-là sur NBA 2K dans cette partie. C'est environ une 20e place hein, seulement si on fait la moyenne offensif-défensif. Donc c'est moyen, c'est assez moyen, voire même moyen moins, c'est médiocre, mais pour autant il y a de telles qualités par ailleurs que ça va très très bien. Retour de Klay Thompson à 2-3 matchs de la fin. On va donc le réintégrer, hein, bien évidemment. Voilà. On va remercier Damian Lee et Moses Moody pour les jolies minutes accomplies au moment de l'absence de Klay. Et remettre un petit peu tout ça, voilà, dans l'ordre. Préparer les playoffs aussi dans la tête, hein, en se disant que c'est pour bientôt. Peut-être qu'il faudra donner un petit peu plus de temps de jeu à Porter et quand même un petit peu moins à Kuminga, même si le garçon a bien progressé sur la saison. Et il reste 3 matchs pour tout simplement décider. Elle fait mal cette défaite. Elle fait très très mal cette courte défaite parce qu'elle peut nous mettre un petit peu dans l'embarras par rapport à cette première place après laquelle, oh là là, encore une défaite face aux Spurs. On risque de perdre la première place en fait. Juste sur cette petite série de défaites suivie comme ça d'une victoire face aux Pels qui ont clairement raté leur saison. Alors là on peut vraiment le dire, c'est comme le début de saison IRL de ces Pelicans qui est exécrable, certes sans Zion mais très difficile. Et hop, divine surprise, le Jazz a donc eu du mal dans le même temps puisque Warriors 1, Jazz 2, Clippers, Nuggets, Lakers. Il y aura des très très gros déçus à l'issue du premier tour des playoffs, notamment le petit Denver Lakers, il va faire très très mal. Steph Curry aura terminé, regardez, en 50-40-90 à 26 points, 7 passes, très bien, très très bien. Très bonne perf de Curry sur cette saison. Vous voyez, il a augmenté un petit peu ses pourcentages sur la deuxième partie de saison. Il a été royal. Rien à dire. Klay Thompson a maintenu, on va dire, ses performances. Lui aussi est sur une adresse qui est assez correcte, franchement. On peut le dire, même si le lancer franc est étrange. Klay Thompson est un peu une machine au lancer franc, et là il n'est qu'à 80% sur la saison, pourquoi pas. Toujours parmi les joueurs qui ont beaucoup de minutes, Andrew Wiggins confirme à peu près les stats qu'on avait vues en début d'épisode. Donc sur les 35 derniers matchs, il s'est maintenu
sur ses moyennes globalement. Draymond Green continue avec son triple-double du pauvre à 7 points, 7 rebonds et 8 passes. Mais quelle polyvalence, c'est pas méchant de ma part quand je dis du pauvre, c'est qu'on est juste en dessous des 10-10-10, hein, mais il est pas mal du tout le Draymond, on l'a économisé, il n'a joué que 31 minutes en moyenne par match sur cette saison, donc on va pouvoir monter les temps de jeu là en play-off, ça va être assez intéressant. 32 minutes environ pour Wiseman qui maintient là aussi son 14 et 9, c'est pas si mal que ça. Il reste à 3 points, c'est amusant, et il est à 0%, alors qu'en fait, il a déjà B en shoot à 3 points, donc c'est une petite interrogation de ma part, il n'a pas dû en prendre en fait. Il n'a pas dû en prendre. Du côté du banc, Otto Porter, vraiment, pour moi, a fait une très jolie saison, même si ce ne sont que 10 points, etc., mais il y a aussi tout l'aspect défensif, qui est très intéressant avec lui. Jordan Poole a fait une vraie belle saison également, et le petit Kuminga, en environ 18 minutes, n'a cessé d'augmenter ses statistiques et d'avoir un impact de plus en plus intéressant sur cette équipe, avec encore une fois un vrai potentiel à développer. On va pas cracher dessus. Puis un autre qu'on regarde de près, c'est Moody, qui, vous allez voir, a un petit peu amélioré lui aussi ses statistiques, alors qu'on aperçoit encore son potentiel restant, qui est encore très intéressant. Ça doit pouvoir monter à 80, tout ça, hein. En 15 minutes environ, et 25, 30, 40 matchs, il a dû jouer 45 matchs. Jolie adresse à 3 points confirmée pour Moody, qui a augmenté un petit peu ses moyennes, mais surtout qui donne une fort belle impression et qui est capable de défendre aussi à l'extérieur. Terminé pour les Warriors pour le moment. Pendant ce temps-là, du côté de Joel Embiid et des Sixers, que je vous avais proposé dans la dernière vidéo sur NBA 2K22, on a une fin de saison à regarder et surtout essayer de voir si Jojo peut obtenir ce fameux titre de MVP qui semblait un peu lui tendre les bras quand je vous ai quitté au bout de 63 matchs des Sixers. Sixers, à ce stade-là, très correctement installés en tête de l'Est des Sixers, je le rappelle, sans Ben Simmons, avec Dort et Bazley comme, on va dire, monnaie d'échange de mon trade inaugural de la saison. Et on va voir ce que ça donne tout ça. On va voir. Simulation assez massive des 19 derniers matchs. Ça a déjà commencé. On enchaîne. Donc, Bulls ont gagné. Nets ont été battus. Le Magic, ça n'est pas très difficile pour cette équipe de Philadelphie, puisque Magic est vraiment en totale reconstruction. Et voilà, on se retrouve ici avec juste les Bucks qui peuvent nous coller un petit peu au basque, sachant que Bulls, Celtics sont déjà loin, Nets, Heat, Pacers se battent pour une 5e place éventuelle, et honnêtement, voilà, ça se passe pas si mal du tout. Cette fin de saison s'annonce très très bien. Je vous dis, j'espère juste ne pas perdre un joueur important sur un pépin physique. On a déjà eu quand même pas mal de blessures pour Toby Harris, puisqu'il a été absent une fois 2 mois et une autre fois 3 ou 4 semaines, donc ça fait quand même un certain nombre de matchs ratés. Chaque fois il nous a quand même posé problème quand il n'était pas là, enfin son absence surtout. Il y a des petites séquences de défaites là aussi qui font baisser l'entente équipe. Sinon globalement le boulot est correctement fait. J'ai laissé Rubio titulaire sur la fin de saison. Je me suis dit que le poste de titulaire en meneur sera attribué à Maxey la saison suivante. Voilà. En se disant qu'a priori, sur l'intersaison, si rien ne change, j'avais plutôt envie de prolonger Rubio pour 1 ou 2 années. En tout cas, de toute façon, comme on n'aura pas de cap space réel à la fin de cette présente saison,
Ça ne sert à rien de vouloir essayer de draguer des agents libres très prestigieux, puisque de toute façon nous n'aurions pas les moyens de les payer. Je pense à Kyrie Irving par exemple, au hasard. Sera impossible à draguer Kyrie, puisqu'on n'aura pas du tout de cap space, et mieux vaut à la limite utiliser les bird rights pour prolonger quelques joueurs intéressants et qui font un bel ensemble global pour l'équipe, à défaut d'être brillantissimes. Mieux vaut essayer plutôt de jouer une certaine continuité, donc c'est plutôt ce que je m'apprête à faire. Mais encore une fois, là, l'issue des playoffs peut aussi balayer quelques petites certitudes. Si ça se trouve, on va devoir enclencher autre chose si ça se passe très très mal. En tout cas, la régulière, elle se passe bien. Vous voyez, ça se passe pas mal. On est toujours en tête à ce stade-là avec les Sixers, même s'il y a quelques petites défaites qui sont des accros un peu choquants. Pacers ne réalisent pas une très très bonne saison, même si, contrairement à leur début catastrophique IRL ces derniers jours, on peut constater que eux, au moins dans la partie, plutôt sont partis pour jouer les playoffs. Contrairement par exemple à des Hawks qui, c'est la principale défaillance de l'Est, je trouve, avec les Knicks. On a Hawks et Knicks qui sont particulièrement calamiteux sur cette saison 1 de partie en My League, puisque les Hawks, on va le voir dans le petit tableau des play-in juste après, mais pour les Hawks, ça s'est très très mal passé cette régulière, et c'était absolument pas au niveau des attentes qu'on pouvait avoir pour eux. Pacers ont sauvé leur place en play-in avec les Wizards, et puis sinon les 6 équipes qu'on a, peut-être il y a une surprise, c'est la place des Bulls. Pour le reste, on n'est pas très très surpris d'identité des 6 premiers, à part, je vous dis encore une fois, les Chicago Bulls, à la place desquels je placerai par exemple les Hawks IRL, à peu près, voilà. Bon, les 6 premiers, on a une petite idée de ce que ça peut donner à l'Est. Et oui, Joel Embiid est MVP de cette saison avec 28,6, 15 rebonds, 4 passes, et oui, il s'est Jokichisé avec 2 contres et une interception, des pourcentages très honnêtes. Et pendant ce temps-là, la pépinière d'Orlando accouche du Rookie of the Year en la personne de Jalen Suggs. Donc très très heureux, je suis très très heureux de voir ça. Le 6e homme de l'année est plutôt surprenant en revanche. Kyle Anderson, bon, pourquoi pas, le slow-mo qui est 6e homme de l'année, j'avoue. Faut oser quand même. Giannis, meilleur défenseur de l'année, je crois que on peut pas vraiment râler. Pour la progression de l'année, le MIP, Akiwa, on sait que les Raptors lui ont donné un rôle, mais c'est quand même là aussi une petite surprise. C'est comme le 6e homme, il y a 2 choses un petit peu surprenantes là-dedans. Doc Rivers, meilleur bilan de la ligue et coach de l'année, ça, il y a rien de choquant. Harden, Curry, Antetokounmpo, LeBron et Embiid se retrouvent dans la First All-NBA Team. Donc là, on est sur une logique brutale, totalement indiscutable. Anthony Davis et Russ West, avec Shai Gilgeous-Alexander, se retrouvent dans la 2e All-NBA Team. Et dans la 3e, vous retrouvez Bill Lillard, mais également Ben Simmons et Zion et Kat. Pourquoi pas pour les 2 derniers. Ben Simmons, c'est mal parti, avouons-le. L'équipe défensive de l'année, la numéro 1 en tout cas, est composée de véritables monstres athlétiques. Pas grand-chose à redire à ce niveau-là. Et la 2e All Defensive Team n'est absolument pas horrible. Je pense juste que LeBron ne sera plus jamais dans une All Defensive Team parce que il est un peu sur une autre phase de sa carrière, mais voilà. Sur les Rookie Team, j'aime bien parce qu'en fait, il y a probablement les 5 meilleurs rookies qui sont, voilà, tous les 5 sont là avec Scotty Barnes, une petite mention à ce joueur-là qui est assez exceptionnel et ébouriffant en ce début de saison, je trouve. Ensuite, ce sont plus des accessites qui sont donnés à quelqu'un comme Kuminga ou Davion Mitchell, voire Franz Wagner qui a bénéficié d'un certain temps de jeu à Orlando, j'ai vu. Et le petit Sengun, c'est une relative demi-surprise de la part des Rockets,
qui l'ont fait jouer. Très bien, très bien. Vous voyez ici ce qui va être proposé au niveau du play-in. Il y a des véritables chocs. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. OKC se retrouve invité surprise en play-in suite à cette petite restructuration d'équipe, en profitant des nombreux tours de draft et en se disant qu'à un moment donné, il faut peut-être les utiliser, monsieur Presti. Voilà, c'est mon petit message amical. Et donc, écoutez, du coup, à l'Est, il y a un petit truc trop sympa qui pourrait être proposé. Ce serait la semaine prochaine de vous parler des Pistons avant la semaine suivante, d'entamer les playoffs, bien sûr, et de les avancer le plus possible. Voilà. Donc, rendez-vous dimanche prochain pour un épisode Pistons. D'ici là, excellente NBA à tous. Bye bye.